Ce sera Manon, on n'a pas encore la date, mais c'est la prochaine pour le titre. Des mots rassurants venant du président de l'UFC Dana White en conférence de presse post-UFC 310. On en parle juste après l'intro avec Aldric. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Lors du 310, Weili Zhang est annoncé contre Tatiana Suarez. Personnellement, ça m'a rassuré parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, d'une Zhang qui tente le champ et qui grille la priorité à tout le monde. Après l'événement, on a Dana White qui confirme en conférence de presse. Ça m'a encore plus rassuré. Est-ce que de ton côté, / votre côté, Aldric, tu avais le moindre doute et est-ce que c'était un soulagement dimanche, à la fois l'annonce de Zhang, mais aussi la conférence de presse avec Dana White qui garantit ce title shot? Salut mon Chris. Écoute, ouais, on va pas se cacher des choses. On a toujours été très honnête avec la communauté Fight Mind et les gens qui nous écoutent. Et très honnêtement, je me suis un peu disputé. Pas méchamment, hein, mais je m'étais un peu disputé avec Ariel El Awani quand il a parlé lui-même de Welling, alors que personne n'en avait parlé jusqu'à présent. Je pense qu'il y a une. Je vais prendre une expression un peu à l'ancienne, tu vois. Je pense que les augures sont de notre côté. J'entends par là. Je suis quasiment certain que Welling s'est blessé longuement. Grasso s'est blessé aussi. Et je pense que ça a bien fait nos affaires et qu'il y avait quand même une possibilité pour que on soit un petit peu aux oubliettes, qu'on soit les Belal Mohamed et les Leon Edwards de l'UFC. Et c'est une tendance qui est générale. Je vais revenir après à Manon et on va parler bien sûr de Manon Valentina, mais en ce moment, en tant qu'acteur du MMA impliqué dans l'UFC, il y a deux tendances qui me font pas un petit peu peur, mais qui vont devoir être étudiées, approfondies, statistiquées, et dont on va devoir prendre compte dans cette nouvelle ère. La première, il y a très très peu de signatures, très très peu de signatures à l'UFC. Là, il faut savoir que 90% du roster, et c'est une statistique qui m'appartient à moi, c'est des gens qui ont été implantés par rapport au Dana White Contender Series. Donc, il n'y a eu aucune signature quasiment, hormis c'est Dana White et un ou deux short notice qui ont été pris par-ci par-là. Donc ça, c'est la première stat qui me déplaît un petit peu. Et la deuxième, dont il faut parler quand même, c'est l'inactivité de nos Français. Je veux dire, dans les contrats UFC, il y a marqué noir sur blanc que l'UFC doit te proposer 3 combats par an. Nous sommes aujourd'hui en décembre. L'UFC Paris était fin septembre. Il y a quoi, 2 Français rematchés, si je dis pas de bêtises, pour le moment. Attends, il y a Gomis. Ouais, Omar Sy, on sait qu'il va faire l'UFC Londres, mais on sait pas contre qui. Je veux dire, je trahis pas. Ah, ok, j'avais même pas l'info. Franchement, c'est une rumeur qui m'a même pas. Tu sais, moi, j'écoute ces rumeurs. Je sais qu'elles sont en général faites par des gens de confiance, donc je la répète. Mais c'est pas Omar qui m'a confié un secret. Je n'ai même pas osé lui poser la question. Je lui souhaite d'être matché rapidement, mais c'est un simple constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Gomis. T'as donc si hypothétiquement si c'est signé, et on sait que ce sera annoncé si c'est signé. Et en dehors de ça, t'as vu, c'est quand même. Là, on parle de 4 mois, enfin presque 4 mois. On doit être à 3 mois et 2 semaines peut-être. Et t'as toujours pas un mec rematché. On sait que Kevin va faire l'Australie. C'est pareil, c'est lui-même qui l'a annoncé. C'est une rumeur, mais tu vois. Donc ça fait quand même assez bas en termes de renouvellement, en termes de match-up, en termes de combat proposé. Ça, c'est la première chose dont j'avais envie de parler, c'est un constat. La deuxième, et là, c'est multimanagérial. Tu te rends compte qu'effectivement, arrivé à un certain niveau, et je vais mettre dans l'eau, ben, tu sais pas vraiment à quoi sert un manager, quoi. C'est-à-dire que je pense que le manager, il est important pour la signature à l'UFC et pour le chemin qui t'amène jusqu'au top 5, voire même jusqu'au title contender, tu vois. C'est important d'avoir un manager sur ça. Passer ça, en fait, l'UFC, ils font ce qu'ils veulent. On va être très franc, et quel que soit le management, Belal Mohamed, il a attendu
13 combats, je crois, avant de faire à la ceinture. Et on sait que c'est managé par Ali Abdelaziz. Léon Edwards, qui est sur un autre boîte de management, il a attendu je ne sais combien. Et des exemples comme ça, on en a à l'appel. Et il y a tous les managers. Dvalishvili aussi pour un récent, par exemple. Et tous les managers sont concernés. Ça veut dire quoi? La résultante de cette pensée et de ce constat, c'est qu'il n'y a aucun manager qui est suffisamment proche de l'UFC pour pouvoir influer. Et je vais même te dire mieux. Là, c'est un inside. Je peux pas dire qui me l'a dit, mais Nurmagomedov, il a eu son title shot grâce à son trash talk et pas grâce à son management. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est Merab qui, harassé par ce qu'il lisait sur les réseaux, est allé demander lui-même le combat dans les bureaux de l'UFC. Okay, donc ça, par contre, c'est une réalité. Ça arrive que le champion puisse choisir son challenger. C'est arrivé pour Sean O'Malley contre Marlon Vera. C'est arrivé pour John Jones contre Stipe Miocic. Ici, ça semble arriver donc pour Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov. Donc, jusqu'à obtenir la ceinture, il y a un moment où le manager n'a plus aucun levier sur l'UFC. Par contre, une fois qu'on a le titre, il y a une petite porte de négociation. Non, mais c'est très bien, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que top 5, top 10, top 3, title contender, je vais exprès utiliser un mot un petit peu argot pour que ça imprègne les gens. Tu la fermes et tu fais ce qu'on te dit. C'est aussi simple que ça. Si on te propose un fight à 1 mois et demi parce que t'es pas prêt, bah tu le prends, ou sinon tu prends le risque que quelqu'un prenne ta place. Après, effectivement, je pense que et là c'est une supputation parce que j'ai pas encore la chance, j'espère avoir la chance d'avoir ces cartes en main d'ici quelques mois, mais je pense que Champ, tu agis directement sur ta fréquence, même si on sait qu'il y a une nouvelle politique de l'UFC, et ça c'est des mots que je répète qui m'ont été dits par Hunter. Ils veulent des champions beaucoup plus actifs. Aujourd'hui, un combat par an, c'est plus ce à quoi ils aspirent, et tant mieux, parce que je pense que le but du jeu, c'est de faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Donc je pense que vraiment, et ça, c'est un débat qu'on doit généraliser. C'est-à-dire que est-ce que nos Français qui combattent pas, c'est du jeu d'échecs avec des mecs qui essayent vraiment de prendre le temps, de refaire un camp et de tout ce qui va avec? Moi, je pense que, je vais être très franc et très honnête, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense que, malgré tout, un combattant de MMA, tu peux pas combattre 1 fois par an ou 2 fois par an. Non. Parce que, quoi qu'il arrive, tu crées des lésions musculaires, tendineuses, osseuses et tout ce que tu veux, tout ce qui va avec ça, au cours de tes entraînements. Et que je pense qu'il vaut mieux essayer de faire 3 combats par an et d'avoir une carrière plus courte mais plus rythmée, que de se placer en essayant de faire les choses à la perfection, parce que quoi qu'il arrive, le niveau c'est le niveau. Tu fais 3 combats, tu gagnes, et si t'es pas bon, tu perds, et point final. Il faut pas combattre blessé, bien sûr qu'il faut prendre la réathlétisation. Ça reste des paramètres qui doivent être majeurs. Voilà, c'est une moyenne en fait, que tu dis. C'est si idéalement un combattant à l'UFC devrait combattre 3 fois par an si il enchaîne les victoires et il sort sans bobo. Évidemment, en cas de blessure ou de chaos subi, il faut prendre le temps évidemment de laisser le corps se reposer. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à vraiment suivre le MMA, c'est surtout l'époque Donald Cerrone que j'aimais beaucoup, et lui, il était plus sur une moyenne de 3-4 combats par an, voire 5 sur certaines années. Et ça te permet aussi de gagner des fans. Le fait que tu combattes que 1 ou 2 fois par an, les gens ont tendance à t'oublier. Bon, tes vrais fans sont là, mais c'est pas là où tu vas prendre des nouveaux fans. Donc, effectivement, je pense que tout combattant, selon où il en est dans sa carrière, mais avant le prime et pendant le prime, il doit viser 3 combats par an. Ça tombe bien par rapport au contrat de l'UFC. Tu viens de m'apprendre quelque chose, que sur les contrats de l'UFC, c'est noté noir sur blanc qu'il faut ils doivent faire 3 propositions l'année. Exactement. Je sais pas si c'est respecté. Maintenant, encore une fois, l'UFC a tellement de leviers et a tellement le monopole et le monopsone que s'ils le font pas, tu fais quoi, toi? Tu dis vous avez pas respecté le contrat, je me casse, ou ça se passe comment? Être très honnête avec toi, moi, ils m'ont fait des propositions pour Manon. Peut-être pas. Et il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on doit pas être très loin des 3. Donc après, il y a des trucs qui sont délirants. Tu vois, quand t'es numéro 1 ou numéro 2 de la KT, aller prendre la 14e. Mais
Ouais, donc ils le font ils le font. pour dire, bah on l'a fait. Voilà. Ouais. Mais pas qu'on l'a fait, parce que tu sais, il y a des combattants qui ont la chance d'avoir des sponsors et qui peuvent, comment dire, passer sur la case alimentaire d'un combat. Mhm. Et t'as des combattants qui ont pas cette chance. Tu vois, le mec qui a 0 sponsor, il a besoin de faire un combat tous les 4-5 mois. Tu vois, c'est vital, c'est pour remplir la gamelle. Et du coup, Ouais. je pense que, tu vois, 2 contre 14, comme on nous avait proposé à nous, hein, je vais pas le cacher, tu prends si t'as rien d'autre. Tu vois, alors oui, c'est un risque. Oui, c'est tout ça, mais moi, en tout cas, ils ont joué le jeu. Pour l'instant, je peux pas dire que l'UFC ne le fait pas. Ça peut être délirant. Bien sûr que tu prends pas. Si tu as la chance d'avoir des sponsors qui te font confiance et qui t'aident dans ta carrière, tu prends pas. C'est quel but? Tu fais aucun avancée dans le ranking. Tu risques une blessure. C'est même pas la défaite. Moi, je suis très confiant sur le fait que si Manon reprenait la 14e, elle l'aurait pulvérisé. Cela étant, bah, tu risques une blessure dans ton camp. Tu vois, donc, si tu peux t'en passer, tant mieux. Mais je pense très humblement qu'ils le font. Que les matchmakers, en tout cas, proposent aux managers 3 combats par an. Ouais, mais après c'est ça, ça peut leur arriver de proposer quelque chose d'absolument ridicule dans le but que la personne décline, mais pour pouvoir se Exact. protéger en se disant bah tiens voilà on a fait notre proposition, maintenant on est clean on peut encore attendre 3-4 mois avec ce combattant-là parce que Exact. la proposition a été faite, il a décliné, c'est sa responsabilité, nous on a fait notre partie du taf. Mais c'est une discussion très intéressante puisque sur un podcast avec John on a parlé aussi des combattants du ex-Bellator racheté par le PFL. Patricio Pitbull, Pachimix, qui s'impatientent et qui disent on m'a proposé qu'un combat cette année. Et avec John, on se posait la question justement de s'il y avait vraiment une clause dans les contrats. Je sais que les contrats que j'avais signés au Cage Warriors avec mes athlètes, il y avait une clause qui disait qu'il devait nous proposer, je crois que c'était 6 combats sur 18 mois, là, donc c'était quand même très actif et on appréciait cette clause-là, mais je savais pas si c'était répercuté dans les autres promotions. Euh, Revenons peut-être un peu plus sur... Allez, vas-y. je te fais un inside, puisque ça, par contre, c'est quelque chose que je peux t'assurer et c'est pas des on-dit. Il me semble que les contrats Bellator sont pas d'un niveau juridique qui frise l'excellence. Je m'explique. Quand il y a eu le contrat en lui-même, quand l'entité Bellator existait, bien sûr, mais dans le cadre du rachat, ça n'a pas été fait de façon irréprochable, et preuve en est, et là c'est pour ça que je te dis c'est un insight, Gerhard Mousasi a pu faire casser son contrat assez facilement, Ouais. puis c'est Nima Safapour, de qui je suis proche quand même, qui le manage, Moment Management, qui est un ami, et donc ils ont cassé le contrat. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'a pas encore signé dans une autre promotion, peut-être qu'il y a eu comment dire, un procès, une justice, un jugement. Mais en tout cas, officiellement, le Bellator avait officiellement dit qu'il se séparait de lui, qu'il le libérait. Donc, je pense que ça laisse à penser qu'il y avait quelques failles, en tout cas dans les contrats existants qui ont été rachetés par l'entité PFL. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Ah, mais intéressant parce que c'est un peu flou. Il n'y a pas beaucoup de lumière dessus. Évidemment, le Bellator et le PFL va jamais communiquer dessus. On a l'impression que les combattants, ils ont un peu peur euh, de trop communiquer dessus pour Ah, pas se tirer une balle dans le pied. bah, Parce que c'est vrai que quand tu as un combattant qui se plaint de la promotion dans laquelle il est, ça risque de pas te donner envie aux autres promotions de le signer une fois qu'il est libre. Donc il y a un peu tout ce jeu qui rend certains sujets tabous. Donc c'est intéressant d'avoir un tout petit peu plus de lumière là-dessus. D'autant plus que là, tu me parles de Moussassi. Moi, de tête, je me souviens que Moussassi a été libéré, entre guillemets, du Bellator, mais le narratif que j'en ai gardé, c'est il est trop cher, on s'en sépare. Et que c'est plus un choix qui vient du PFL en disant, ben là, on a repris les contrats des combattants du Bellator, et certains combattants, selon nous, sont payés plus que ce qu'ils valent, donc on les a libérés. Enfin, tu vois, c'est le ouais. narratif que moi j'en avais. Donc là, tu me donnes une version plus proche donc de son manager qui est pas celle du narratif que le public connaît. Donc revenons maintenant sur Manon contre Shevchenko. Je vais d'abord rentrer dans cette discussion-là. On sent que Manon s'impatiente. Et je pense que c'est la première fois que je la vois autant sortir sur les réseaux. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou c'est juste que comme elle n'a pas combattu depuis mars, elle a très faim, elle veut que ce soit signé, elle veut que ce soit garanti, elle a besoin de se rassurer d'avoir sa date. C'est plus allez, c'est
plus facile mentalement de se dire je suis fixé, j'ai ma date, je peux me préparer en fonction. Non, je pense que c'est un ensemble. Alors déjà, je vais m'adresser aux gens qui pensent que c'est moi qui gère ces réseaux. C'est absolument pas le cas. Il y a quand même une équipe derrière maintenant et j'aimerais avoir le temps de faire ça, mais toi qui es au plus près un peu de moi, Chris, on se parle pas mal par message. Tu sais que j'ai absolument pas le temps de faire ce genre de conneries. Petit aparté terminé. On va revenir dessus. Non, c'est pas un jeu. C'est pas la volonté de faire une Oumar Nurmagomedov non plus de la part de Manon. C'est un constat. C'est-à-dire que il faut recontextualiser. Valentina lui a donné du crédit quand elle s'est blessée à l'époque de Kathleen Choukagian Serminara où elle était numéro 1. Donc elle n'était pas au courant de la blessure. Ok, ça je peux le comprendre. Manon n'avait pas de très gros réseaux sociaux à cette époque. Derrière ça, donc il y a cette trilogie avec Grasso, mais quand même, on peut laisser à penser c'est pas un manque de respect, ça peut être fait de façon maladroite aussi, je sais pas, mais il faut, voilà, dire les choses. Manon, elle était backup à quelques mètres de la cage. Ils l'ont vu se peser. Les deux, que ce soit Grasso ou Shevchenko, ont vu Manon se peser à Las Vegas, lors de la Noche. Elle avait sa tenue à elle, que l'UFC a même été très sympa de lui donner avec ses gants. Bref, ils l'ont vu. Donc, derrière ça, tu fais un combat que je qualifierais pas de dégueulasse, mais que je qualifierais de très axé technico-tactique, voire très Mark Colemanien pour ceux qui ont la ref et qui regardaient les combats de Mark Coleman. Et donc derrière ce combat, tu fais un discours en 4 langues alors que t'as ta challenger qui est à quelques mètres de la cage. On peut laisser penser que Manon l'a mal pris et moi je suis d'accord avec elle. Quelques jours, même pas quelques semaines, peut-être une dizaine de jours après ça, t'as cette fameuse interview chez Ariel où voilà quoi, il y a pas de, tu vois, il y a une volonté pas de fuir. On va pas dire que cette fille fuit, mais tu as une volonté de dire bah voilà, je suis pas pressé, on verra bien ce que l'UFC me donnera. Et donc voilà, je pense que maintenant c'est un réel agacement. Ils lui ont fait nettoyer toute la catégorie. Je veux dire, on peut enlever The Beast, on peut dire que c'est Karcher, Manon Fiorot, tu vois, elle a nettoyé la caté en prenant à peu près toutes les filles et les filles les meilleures. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'en faire monter d'autres. Tu vois, il y a une volonté de l'UFC de créer un buzz autour des deux brésiliennes. Tu vois, ça marche pas. T'as Natania Silva qui a gagné péniblement contre Viviane Araújo et t'as l'autre Silva qui a perdu contre cette fameuse Araújo. Donc voilà, tu vois très bien que voilà, dans cette caté au moment où on se parle, t'as Valentina, t'as Grasso, t'as Blankfield, t'as Manon. Tu le mets dans l'ordre que tu veux, mais il y a personne d'autre en réel. T'as des filles qui montent, t'as la petite Jasmine Janadavicius qui est pas mal, t'as les petites Silva qui sont pas mal, mais voilà, il y a 4 filles. Moi, je suis sûr de moi, je sais que c'est Manon la meilleure et vous le verrez. Pas besoin de me croire sur parole. Et puis derrière ça, bah voilà, t'as pas grand chose finalement. Donc évidemment que sur le 7-0 que Manon le run qu'elle fait à l'UFC en tapant Blankfield de la façon qu'elle l'a fait, évidemment que c'est à elle et que Valentina elle aurait dû remonter les manches et dire bon maintenant c'est Manon. Et tu sens quand même une volonté pas de l'esquiver, mais de temporiser, tu vois, de se dire ok, bah si je peux éviter Fiorot et la renvoyer dans un bourbier, je le ferai. Pour être encore plus complet sur cette KT flyweight, bon bah t'as une Blankfield qui est jeune et qui monte. Hein, moi je trouve qu'elle monte bien, mais il y avait une trop grosse différence avec Manon. Et moi je suis pas persuadé que Blankfield ne soit pas meilleur que Grasso pour être encore plus complet dans ma vision de cette division. Et tu m'as pas posé la question, mais je vais terminer sur Dakota Ditcheva parce qu'on m'a pas mal posé la question et que je préférais réserver cette réponse sur notre podcast. Je sais pas. Je vais juste donner. Bien sûr qu'elle est très agréable à regarder. Maintenant, moi, je trouve personnellement que la Taila Santos qu'on a vu contre Shevchenko, c'était son momentum et son summum. Et c'est pas une question d'âge. Elle est très jeune. Elle a 29 ans, ou elle va faire 30 ans cette année. C'est une question pour ceux qui seront allés loin, qui ont regardé les Embedded, de training camp. Je vais développer un petit peu ce que je dis. Quand elle a fait Valentina, elle était encore dans une équipe. Alors cette équipe, c'était une équipe plutôt brésilienne, pas officielle, mais elle s'entraînait avec des sparring, nombreux, dont Natania Silva d'ailleurs.
Et, et je pense que ça a été une très grosse erreur. Alors, une erreur qui est faite parce que son mari n'a plus de visa pour les États-Unis. C'est pour ça qu'elle a été cut de l'UFC. Et elle s'entraîne dans son garage. Il faut dire les choses. Elle s'entraîne dans son garage avec son mari qui est un culturiste qui fait sa prépa physique. Et bien sûr que c'est pas aussi complet qu'une équipe professionnelle avec toutes les individualités et les coachs qui s'occupent d'elle. Et c'est pour ça que malgré ses 29 ans, Santos, c'est comme ça. On a vu, c'est pas du tout la même Santos que Shevchenko. Et même dans le tournoi, je trouve qu'elle a galéré contre des filles qui étaient plutôt vieillissantes, tu vois, et qu'elle ne montrait pas d'évolution. On l'a souvent dit dans nos podcasts, un garçon, une fille de 28, 29 ans, Benoît Saint-Denis et bien d'autres qu'on a mis en avant, ça évolue très significativement entre les camps d'entraînement. Et effectivement, quand tu t'entraînes dans ton garage, ça ne marche pas, ça. Tu peux pas. Ouais, moi je m'entraîne ici. Non, tu vois. Et tu sais que c'est pas très loin. Tu as regardé le Embedded, c'est pas très loin de ton installation, tu vois. Les outils qui sont mis à sa disposition. Et c'est à Florianopolis, chez elle, dans un endroit où il y a peu de sparring, pas de filles du tout. Et on sait que pour être à ce niveau, pour dominer le monde, eh ben, il faut avoir des sparring de qualité. Peu importe. Alors, chez une fille, c'est plus facile parce que tu peux prendre des garçons, mais il faut quand même des sparring. Quand tu compares avec une Ditcheva qui a ATT, avec une équipe féminine qui doit compter peut-être 14 ou 15 filles qui sont au UFC, voilà, c'est QFD. Donc, je sais pas. Pour le moment, elle a montré de très belles choses. Je voudrais revenir sur un truc avant de reparler de Valentina. Elle-même, quand elle a fait Ariel, je sais pas si t'as la ref, mais elle aurait pu arriver avec ses 25 ans et dire « Je suis la meilleure. Je prends Valentina, je la monte en l'air et Fioro aussi. » Et elle a eu beaucoup de réserves dans ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je suis top 5 mondial. » Et j'ai trouvé cette phrase, c'est même pas humble parce que c'est pas ça. On parle pas d'être humble. Voilà. Elle-même, elle se dit « Bah ok, je sais pas trop. Il faudrait que je vois. » Tu vois, elle s'est mis une barrière du haut de ses 25 ans. Elle s'est dit « Voilà, je suis top 5 mondial. » Je te dis la vérité, moi j'aurais même pu parler de top 3 très très humblement, mais seulement je sais pas, tu vois. Sur une fille comme Blankfield qui a vraiment la lutte, qui s'entraîne dans des grosses teams comme Vanguard, comme Renzo, qui est au fait de l'avancée de ce sport et de ses détails, à voir comment ça défend la lutte. Au niveau striking, c'est très sympa à regarder, ça met beaucoup de volume, c'est puissant, ça se sert de toutes les armes et bravo au PFL d'avoir mis les coudes, ça a laissé encore des armes supplémentaires. Mais pour la suite, si ça doit vraiment défendre la lutte, est-ce que ça perd de l'énergie? Est-ce que ça, tu vois ce que je veux te dire? Sur une fille qui est... Ouais, voilà, c'est des questions auxquelles il faudra répondre et malheureusement, je sais pas si on aura les réponses tout de suite parce que à mon avis, les contrats PFL sont verrouillés sur au moins 2 ans sur le gagnant du tournoi. Et ça, moi, je suis joueur. Hein. Moi, si elle avait été transférée, s'il y avait eu un truc, j'aurais aimé voir. Hein. Manon Champ, je prends. C'est un combat qui m'aurait intéressé en tant que coach. Ouais, je pense que en tant que fan, tout le monde aimerait voir maintenant Dakota Ditcheva à l'UFC parce que, comme elle le dit elle-même, et je pense que tu es d'accord avec elle, et moi je suis d'accord avec elle, elle est top 5 mondial. Bien sûr. Difficile d'évaluer si elle est 1, 5 ou quelque chose entre, parce que, comme on le sait très bien, tu peux avoir l'impression d'être un vrai tueur quand tu es contre une plus faible opposition, et dès le moment où tu rentres à l'UFC, tu peux, on peut vite descendre dans les rankings. Donc c'est très difficile d'évaluer le vrai niveau de quelqu'un tant qu'il n'a pas l'opposition similaire, semblable ou équivalente, ou en tout cas comparable à celle de l'UFC. Donc voilà, moi je pense sincèrement que c'est difficile de la mettre hors top 5 mondial aujourd'hui. C'est également difficile de savoir où elle en est par rapport aux noms que tu as cités, c'est-à-dire Shevchenko, Grasso, Manon, Blanchfield et Natalia Silva. Bon, ça fait 6 avec elle, donc on va dire elle est d'office dans le top 6 mondial. Je pense qu'elle en va... je la trouve meilleure que Natalia Silva. Je suis d'accord avec toi. Pour être honnête, donc voilà. L'agacement de Manon, pour moi, ça montre qu'elle a faim.
Est-ce que la prépa spécifique à Shevchenko a déjà commencé? Surtout maintenant que vous avez un peu la garantie que c'est vraiment la prochaine. Alors, je vais être vraiment encore honnête. Tu sais, j'ai été carrément obligé de la calmer, Manon, pendant, je te jure. Je suis pas surpris. C'est-à-dire que on est sur Manon s'entraîne tout le temps. Ça, c'est ceux qui la connaissent et qui la suivent sur les réseaux sociaux sont au courant. Par contre, là, si tu veux, on a réussi à mettre de la nouveauté, à mettre des personnages qui sont très charismatiques et qui sont euh, très très complets techniquement, comme Flavio Santiago Peroba, comme Jérôme Vollerin. Pareil, tu vois, tu as ce petit Théo Muris qui évolue de compétition en compétition. Là, il revient des mondes IMAF où il a été loin d'être ridicule et qu'il perd contre le vainqueur et de façon très serrée. Et du coup, ça fait une équipe qui donne envie de s'entraîner. Et il y a réellement des fois où je suis obligé de moi dire attention. Maintenant, ça fait 3 entraînements dans la journée avec Jean-Robert Monnier, avec Flavio, avec Jérôme. Peut-être que 2 fois c'est bien, t'es pas en camp, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a Manon, on a réussi vraiment à son équipe, c'est entraînement. Elle prend du plaisir, voilà, à s'entraîner et à progresser. Ça, c'est un fait. Maintenant, oui, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur quelques faits, quelques momentum qui peuvent arriver ou ce takedown avec le crochetage de la jambe avant, même s'il est difficile à réaliser sur gauchère, ce fameux crochetage que fait Valentina sur ce back fist reculant qui prouve à mon avis qu'elle est droitière contrariée, mais qu'elle fait très bien, où elle recule elle regarde de gauchère, elle recule, elle back fist côté droit. Voilà, on a commencé à travailler là-dessus. On a déjà de très très bonnes idées sur ce que pourrait être le camp officiel d'entraînement. Mais pour l'instant, priorité, voilà, à prendre du plaisir et à continuer à évoluer. Et il y en a qui vont être surpris. Souvent, je lis, ouais, mais Manon, si elle se fait lutter, bon, bah, déjà qu'elle se fasse lutter. Et si un jour quelqu'un arrive à lui mettre le cul par terre pour ce qui va se passer derrière, parce que ça travaille, il y a des progrès qui sont constants et dans tout, que ce soit dans la boxe anglaise, dans la lutte, dans le travail au sol avec Flavio. Et ça bosse bien. Après, pour l'instant, voilà, la priorité, c'est de pas se blesser, d'être en forme, de performer et plus important que tout, de continuer à prendre du plaisir. Moi, je vais directement dire sur la chaîne que mon objectif, c'est l'UFC 313 dans la négociation. Ah, c'était ma prochaine question. C'était la date idéale. Donc 313, c'est 8 mars, ouais. C'est ça? Bravo. On est connecté. On se pose même plus les questions maintenant. On pense et on peut peut-être faire un spectacle dans les cabarets ou quoi. Chris, tu penses, je parle et on se parle. C'est pas mal. Mais oui, je me doutais que c'était la prochaine question. Voilà. Objectivement, nous on aimerait ça, ce qui permet de finir les fêtes comme ça et de commencer le camp courant janvier. Ça me paraît bien. Ça fera 11 mois, mais pas vraiment 11 mois au final entre les combats de Manon parce que il y a eu ce backup et pour nous c'est comme un combat. On a vu, on a appris, on s'est préparé, on a fait le poids. Donc au final, et Manon a été rémunéré. Donc au final, bah on n'est pas très loin d'un combat. Il n'y a pas eu la charge mentale de l'échange de coups, il n'y a pas eu tout ça, mais tu fais le poids, tu fais un camp, tu vas sur place et tu apprends. Bah, il y a tous les ingrédients quasiment d'un combat, donc c'est pas comme si Manon elle était restée à la maison pendant 11 mois sans excitation, tu vois. Il y a eu un camp et donc il y a eu les progrès afférents à ce camp. Donc c'est pas très grave là-dessus les 11 mois, mais ce serait la date idéale. Après on s'adaptera. Là pour l'instant, on commence à avoir des atouts dans notre manche. On a on va dire une personne éminente du staff de l'UFC qui était déjà concerné, on va pas dire pro Manon, mais qui avait envie en tout cas de pousser Manon et qui l'aime beaucoup. On a le boss qui a dit ben, c'est Manon, donc ça c'est un très bon, c'est de très bon augure et c'est un bon avantage pour continuer la négociation. Maintenant, moi je serai content quand ce combat sera signé et qu'on pourra se focus sur le camp. Après, c'est quand même des mots qui sont lourds de sens puisque ça va m'aider dans le cas où on a une Shevchenko qui voudrait se dérober sur la fin de l'année. C'est pas à exclure. Hein. Encore aujourd'hui, c'est pas à exclure. Ça nous permet plus facilement de demander une intérim, tu vois. Ce qui est pas très. Manon, elle a fait son deuil de ça. Si elle veut combattre elle en fin d'année 2025, on va pas l'attendre du tout. On va mettre une pression pour que Manon soit. Est-ce que
est-ce qu'il y a vraiment une probabilité que Shevchenko revienne si tard? Parce que Shevchenko, elle commence à avoir son âge aussi. Est-ce que c'est vraiment dans son intérêt de se dire je vais Moi, je, attendre et moi, je crois vraiment commencer? au mois de mars. Moi, je crois vraiment au mois de mars. Après, tu sais, on sait pas ce qui peut se passer. Regarde, Grasso qui se casse le pied, Welling, on sait pas trop quelle blessure elle a eu, mais elle dit elle-même qu'elle revient de réathlétisation et qu'elle recommence l'entraînement maintenant. On saura jamais vraiment ce qu'elle a eu, mais Non. on n'est pas à l'abri de ça. Il faut s'y préparer. Voilà, Ah, ça doit être un et paramètre à prendre en compte. un paramètre supplémentaire, c'est aussi l'obligation qu'a l'UFC vis-à-vis de ESPN de proposer des title fights à chaque pay-per-view. Et là, T'as vu qu'il est libre celui-là. voilà, c'est ça, il est libre. Il y a plus beaucoup de divisions avec des champions qui sont fit et dispo, dans le sens où le premier UFC pay-per-view de l'année, il y a 2 title shots. Le 311, le 312 aussi, il y a déjà 2 title shots annoncés. On s'attend à ce que la division poids lourd soit plutôt vers juillet, hein, d'après les rumeurs. Euh, Belal en mars, ce sera trop tôt. Donc il reste plus beaucoup d'options à l'UFC. Non, c'est un. Au final, pour le 313 et 314, il reste plus beaucoup d'options à l'UFC. Pantoja, c'est difficile d'imaginer qu'il aura qu'il va défendre son titre sous peu. Topuria, il est encore dans des sorties assez bizarroïdes où il annonce qu'il va aller chez Oliveira. les lightweights. Donc au final, ouais, le Non, 313 me semble plutôt ça a du plausible. sens, hein. Ça a du sens. Mhm. La plupart des champions qui ont combattu en septembre recombattent sur février ou même janvier pour certains. Pour Merab, ouais. Ça tient la route. Moi, j'y crois. Après, on verra. J'espère. Tu sais, pour la petite histoire, Manon, elle a eu son contrat, le premier UFC, le lendemain de Noël, pour le sapin. Ensuite, elle a eu le combat de Blankfield pendant ses vacances. Là, on a eu le mot de Dana pendant ses vacances. Donc, Ok. Il y a des signes ouais, en plus. avant Noël ou même le lendemain de Noël, un petit contrat de ceinture, ça pourrait le faire. Maintenant, je te dis, il faut tout évaluer. Et moi, je soufflerai. Ma casquette de manager, elle s'arrête quand on a le contrat et je serais vraiment content de la tourner et de passer à la casquette d'entraîneur parce que c'est un camp qui me passionne, pour être vraiment honnête, parce que Mhm. ok, Valentina, peut-être qu'elle est sur la pente descendante, peut-être que c'est plus la même que contre Jessica et les autres filles auxquelles elle a pu faire face dans ses années top, mais ça reste une combattante avec un fight IQ très important, avec une adaptabilité très importante, qui est capable de faire les choses bien, avec un staff renouvelé, elle a un coach américain aussi, moi j'ai envie de me mesurer à ce staff avec mon équipe et on a plein de choses à faire nous aussi là-dessus pour que Manon elle ramène cette ceinture et j'y crois vraiment et j'aimerais bien me mettre au travail tout de suite après les fêtes, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je sais plus si c'est avec toi que j'en avais parlé ou quelqu'un d'autre de Fight Minds, mais la dernière performance de Shevchenko, aux yeux du grand public, on va dire, paraissait peut-être moins impressionnante ou moins effrayante parce que c'est moins la recherche du chaos. Par contre, pour un coach ou pour un combattant ou une combattante qui devrait lui faire face, euh, cette dernière performance la rend, je pense, plus compliquée à battre, dans le sens où on a vu une version de Shevchenko qui était là juste pour gagner, qui n'était pas là pour mettre un KO ou pour performer, qui était vraiment là, ok, j'ai mes compétences, j'ai un côté opportuniste inné qu'elle a déjà prouvé maintes et maintes fois, mais en plus de ça, maintenant, je suis capable de venir avec une stratégie adaptée à l'adversaire que j'ai, qui mettra en avant mes forces et qui m'amènera vers une victoire, peu importe si elle plaît au public ou non. Et selon ma définition, ça la rend plus énigmatique. Ouais, Donc d'un point de vue coaching pour toi, game plan, ça rajoute une complexité par rapport à si le combat était contre Shevchenko avant celui-là. Quoi. La version de Shevchenko qu'on a vue avant me paraissait plus abordable que celle de maintenant. je vais utiliser des mots durs, mais là, on est en plein dans ma compétence. Si moi, je me fais lutter, quand je dis moi, c'est pas moi, évidemment, Aldric, c'est ma team. Si je me fais lutter, je me sais chiffonner, faut que je prenne ma retraite, tu vois, très clairement. Elle va pas du tout, elle va pas du tout lutter maintenant, elle va pas du tout la garder au sol comme elle a fait contre Grasso. Sinon, c'est que j'aurais pas utilisé les bons leviers et qu'avec mon équipe, on n'aura pas travaillé ce qu'il faut. Donc ça, c'est un truc personnel. On est en plein dans ma compétence là. Donc Ouais. c'est pour ça que ce camp me plaît beaucoup
parce que c'est mon taf ça avec Flavio et Jerry et l'équipe qui fait les sparring avec Manon. Donc ça rend ça d'autres. C'est pas un duel de striker, pas du tout. On a vu qu'elle avait plusieurs casquettes et qu'elle est capable de lutter, c'est pas maladroit ce qu'elle a fait et je trouve en plus c'est intéressant parce que c'est à contresens. Aujourd'hui, j'ai pas la stat en flyweight, mais d'une façon globale et générale sur l'UFC, ça lutte plus en cage control qu'en lutte libre. Elle fait l'inverse. Elle nous propose de la lutte libre, des attaques autobus, des bayanas presque pour ceux qui ont connu les prémices du jiu-jitsu brésilien, parce qu'on parle de ça, tu vois, on parle de shooter dans les jambes et de crocheter. Les Brésiliens disent que c'est une bayana. En lutte, ça a pas vraiment de. C'est rare que les lutteurs en lutte libre ils fassent ce genre de technique parce que ils ont d'autres leviers. Mais voilà, il y a quelque chose de. Voilà, nous avons montré une lutte libre efficiente avec des contrôles au sol. Et là, on est en plein dans ce que moi je développe avec mon équipe. Donc c'est d'autant plus intéressant parce que ça me concerne directement. Oui, et donc ça peut être un gain aussi pour le reste de l'équipe de devoir aller plus loin dans le détail de tes forces. Allons un peu plus loin, donc peu importe que ce soit mars, avril, je suis assez curieux sur la Fight Week. Est-ce que vous allez mettre en place des choses particulières étant donné que c'est un title fight dans le genre aller plutôt sur place? J'ai déjà vu je sais que quand tu voyages enfin à Paris c'était en grand groupe. Je sais pas si à Las Vegas ce sera en si grand groupe, mais j'ai déjà vu des athlètes qui, pour le combat le plus important de leur vie, au lieu d'aller à l'hôtel des combattants, ils prennent un Airbnb pour être un peu plus isolés. Est-ce qu'il y a déjà des réflexions qui ont été faites par rapport à la Fight Week? T'es en plein dedans, Chris. Sur la, comme quoi? Pas vraiment. Sur la temporalité, pas tellement. Je pense que ce sera 2, peut-être 3 semaines. Honnêtement, parce que Vegas, il n'y a pas un très gros décalage. Il y a un voyage qui est long quand même. Et il faut être vigilant sur les escales et sur la durée du voyage. Mais globalement, ça va. C'est pas le Japon au niveau du jet lag. Et c'est surtout quelque chose que Manon a fait à de nombreuses reprises, dont maintenant elle est habituée. L'hôtel des combattants, parfait. Encore une fois, t'es dans le mille. Non. Elle fera ses obligations presse, mais elle sera pas dans l'hôtel des combattants parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté à 2 reprises et ça lui va très bien d'être isolé sur un Airbnb avec toute son équipe. Et encore une fois, tu as aussi tout bon sur l'équipe. Il y aura exactement le même staff qu'à Paris. Même si c'est loin, on ne rechigne pas du tout sur le staff parce que là, c'est une ceinture. Donc, on sera plus d'une dizaine pour que Manon se sente chez elle, tu vois. Ouais, rien laissé au hasard. Ouais. Comme on en parle souvent sur Fight Minds, le détail. Les détails sont plus des détails à ce niveau-là. Ok, je vais partir sur une question un peu plus fun pour terminer, parce que je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai entendu une interview de Ilia Topuria qui m'a un peu interpellé et j'ai trouvé ça assez fun comme exercice pour chaque combattant. Ilia dit qu'il veut prendre sa retraite à 30 ans, donc dans 3 ans. Ici, la question me vient. En plus, t'as anticipé ce que j'avais préparé dans ma dernière question. Manon, elle est très proche de son objectif ultime de devenir championne à l'UFC et elle a pré-nettoyé la division. C'est ça que j'avais noté dans ma question. Est-ce qu'on est dans une situation où au final il reste plus tant de combats que ça à Manon si tout se passe pour le mieux? Je prends un exemple. Elle prend la ceinture à Shevchenko. Elle la défend contre Grasso. J'ai pas envie de dire Erin Blanchfield parce qu'elle a déjà battu Blanchfield. Donc on va prendre le scénario Grasso. Ou Natalia Silva, si c'est elle qui prend le title fight. Est-ce qu'il y aurait une volonté de défendre beaucoup de fois ou est-ce qu'il est possible que Manon, à ce moment-là, elle se dit « Ok, je suis championne, j'ai pré-nettoyé la division, j'ai défendu une fois, donc j'ai prouvé, comme on le dit souvent, hein, t'es champion que quand tu te défends la première fois. » Ça pourrait arriver qu'elle cherche à monter puis à prendre sa retraite et donc il resterait 3 combats. Écoute, pour le moment, ça c'est toujours Manon qui décidera. Moi, je ferai au mieux en fonction de ses désirs en fait et sa volonté. Maintenant, pour te remémorer une discussion qu'on a eue il y a pas très longtemps, elle voudrait encore idéalement 4 ans et être une championne active. Donc ça laisse quand même, okay. à raison de 2 à 3 par an, ça peut laisser une douzaine de combats encore dans sa carrière. Je pense qu'elle a largement la caisse pour le faire. Okay. Après, je pense qu'en flyweight, il y a encore des petits trucs à faire parce que Valentina, c'est quand même une grande dame de ce sport. Et donc, tu la bats, t'as forcément une revanche.
C'est quasi. Mais bon, c'est pas mal aussi. Hein. C'est le boss du jeu. Tu le fais 2 fois en général, le dernier boss du Ouais. jeu dans un jeu vidéo, donc ça a du sens. T'as Grasso, que maintenant on n'a pas affronté. Après, effectivement, tu peux avoir quand même des contenders. Je te dis attention, même si elle est âgée. Enfin, quand je dis âgée, elle est déjà un peu plus âgée que Manon. Jana Davicius, c'est pas mauvais. T'as une des deux Silva qui peut bien sûr revenir. Natalia est pas mal, même si pareil. Même, je mets un peu dans le même panier que Ditcheva. On sait pas ce que ça vaut quand c'est lutter. Tu vois, Mhm. donc c'est des interrogations à voir. Peut-être qu'elle est très performante que si elle se fait lutter, tu vois. Donc ça, Blanchfield serait un bon test pour un peu évaluer d'accord. tout ça. Donc voilà. Et puis si Blankfield elle prend encore 2 victoires, bah pourquoi pas une revanche. Ça peut être un très beau combat aussi. Et après, quoi qu'il arrive, bien sûr, maintenant elle l'a toujours dit, elle exclut pas une montée à 61. Franchement, il y a des fights à faire aussi à 61 kilos, mais step by step. Déjà, je te dis, je Ouais, suis, ouais. euh, moi-même, j'ai envie de voir parce que je trouve qu'il y a eu d'énormes progrès. Il y a vraiment une progression constante et c'est une progression aussi mentale, tu vois. Je pense qu'arrivé à un moment, t'as plus envie de te lâcher parce que t'as accompli dans ce sport. Tu sais de quoi t'es capable et j'ai vraiment envie de voir ce prochain combat pour voir comment elle va appréhender ça. Mais ouais, je pense que il y a encore 3, 4 belles années si chez Dubois, s'il n'y a pas de blessure. Mais pareil, tu vois. C'est des choses. Topuria, il dit beaucoup de conneries, mais c'est bien que tu l'aies gardé en référence parce que c'est un très bon exemple. Malgré son âge relativement jeune, il fait ce que Manon a déjà commencé à faire. Ils construisent sur la récup. C'est bien parce que ça nous donne raison sur plein de coach talk qu'on a déjà fait au préalable Ouais. et que les gens peuvent aller revisionner. Mais ils construisent chez eux un havre de paix et de réathlétisation et de repos et de récupération, tu vois. Et c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, je vois la dernière fois sur son embedded le question hyperbar. Je trouve ça très intéressant. Et c'est ce qu'on cherche. Tu vois, là, maintenant qu'elle a le bain froid cryotank à la maison et le sauna, ben je pense que il te manque la lumière rouge et le question hyperbar et t'as toutes les facettes de la récupération parfaite. Et c'est ce que Topuria a fait. Donc, il est loin d'être con. Même s'il dit des trucs pour X ou Y raison, Non, je sais non. pas, il sait. Après, peut-être que, tu sais, on sait pas tout. Pourquoi il a mis son dévolu sur Oliveira? Ben, peut-être que Volka, il veut plus tard ou qu'il veut pas tout de suite. Tu vois, il y a des choses qu'on ignore. En tout cas, il y a certainement une raison qu'il fait. Après, pour la retraite à 30 ans, Ah, franchement, s'il y arrive, moi, je trouverais ça inspirant, mais hein, même, tu vois, personnellement. l'intelligence, elle se fait sur ça aussi. Il y a combien de boxeurs qui prennent cette tangente parce que du coup, tu peux mieux négocier. Tu sais que ton temps est compté. T'as Gervonta Davis qui a dit ça il y a pas très longtemps aussi. Ça peut aussi être un levier intéressant dans la négociation et dans le fait de monter Bien des, sûr. des fights plus rémunérateurs. On sait qu'aujourd'hui, et ça, c'est le côté positif. Parce que j'ai été un peu alarmant et alarmiste en début de podcast. J'ai dit, il y a des choses, les combats, la négociation. Et il faut quand même aussi reconnaître que ça fait plaisir de voir maintenant des combattants qui dépassent le million assez facilement, entre guillemets. Je parle des champions hein, Mhm. et des tops. Donc ça, c'est bien. Et la retraite à 30 ans, moi, je pense qu'il le fera pas. Mais cela étant, tu vois, ça donne un petit côté quand ça donne une temporalité, ça permet de mieux négocier et ça rend les pay-per-view peut-être plus vendeurs. On dit ah ouais, mais faut regarder, il en a plus pour longtemps. Et je Ben, pense que en fait, vas-y, vas-y. mais pour lier deux choses du podcast que je trouve du coup intéressant, c'est moi une des craintes que j'avais, la seule crainte en fait, la seule crainte des athlètes bien payés que j'avais, c'était par rapport aux champions. Des champions trop bien payés peuvent se permettre de combattre qu'une fois par an et du coup n'ont pas de carotte au bout du bâton de rester actif et de maintenir une division active. Alors qu'il y a beaucoup de divisions pour l'instant à l'UFC où tu es un peu en galère à réfléchir, à te dire, OK, c'est qui le prochain title contender légitime? Il y en a plus que un. Et ces divisions-là, il faut vraiment que le champion s'active. Donc, j'aime bien le fait que, en début de podcast, tu as dit qu'il y a une nouvelle politique à Ouais. l'UFC où l'UFC veut que les champions soient plus actifs, ce qui est ultra bien pour les fans, ultra bénéfique pour les fans. Et de l'autre côté, ça fait plaisir aussi d'entendre que les champions sont très bien rémunérés, parce que voilà, il y a toujours cette crainte, s'ils sont trop bien rémunérés, ben, ils vont pas se pousser à aller combattre trop rapidement. Mais de l'autre côté, si la politique de l'UFC dit, OK, on vous paye bien, mais il faut quand même combattre au moins 2 fois l'année, ça permet de garder les divisions un peu actives et pas d'avoir d'embouteillage de challenger. Euh,
du coup, tu m'as fait penser à une autre question. C'est si Manon veut être active en tant que championne et qu'elle prend la ceinture en mars, je sais pas, mais l'UFC a pour habitude de venir à Paris en septembre. Est-ce qu'il y a la moindre chance que Manon ramène un pay-per-view à Paris? Ça, c'est un débat qu'on aura en temps voulu, mais on n'est pas très fan, je te l'ai déjà dit. On n'est pas super fan de ces Ouais, horaires. parce que ce serait de nuit. Voilà. Ouais. C'est un truc quand même que je trouve dur, même pour le public. Hein. Tu sais, j'ai parlé avec deux trois mecs que je connais, des Anglais, des anciens combattants de ma génération qui se sont tapés ce fameux UFC et j'en ai pas entendu que du bien. C'était désagréable un peu, ils étaient fatigués, tu vois. Et, euh, Mm. et je sais pas. En tout cas, la volonté, si et là vraiment, prenez mes mots à l'hypothétique, on arrivait à avoir un title fight en mars qui se passe bien. Ouais, la volonté, c'est de recombattre au moins une fois avant la fin d'année, ça c'est une certitude. Ah Minimum oui, une bien fois. sûr. Ouais, ouais, parce que la moyenne d'un nouveau champion, c'est, j'avais vite fait un calcul, c'est généralement 8 mois. Un nouveau champion va s'asseoir sur son nouveau statut et les nouvelles opportunités, profiter des nouvelles opportunités, des nouveaux sponsors pendant 8 mois. Donc effectivement, ça nous fait tomber plus sur novembre dans ce cas-là. Mais effectivement, un champion actif va revenir un peu plus tôt, comme on le voit avec Merab, hein, qui vient d'être champion et qui revient déjà Ça. en janvier. Mais y a vraiment cette volonté de, s'il n'y a pas de pépin physique, et j'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas, elle fait vraiment tout pour, tant au niveau Mhm. euh, protection, prévention des blessures qu'au niveau récup. La volonté, c'est d'être très actif. Ouais, et puis je pense qu'il y a facilement moyen de définir une prochaine challengeuse entre-temps en combattant aux alentours de la carte sur laquelle Manon et Shevchenko se trouveront parce que voilà, tu fais Ça serait grâce au cool. contre Erin Blanchfield ou bien une revanche, hein, évidemment, si tu as une revanche contre Shevchenko aussi, ça permet de créer du mouvement dans la division. Donc on n'est pas dans une division où il y a un gouffre derrière, il y a vraiment des noms à aller chercher. Exact. Est-ce qu'on a manqué quelque chose sur le sujet? Moi, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Je suis même, t'as vu, j'ai même fait des débordements sur des sujets adjacents. Donc, non, je pense qu'on a tout dit. Parfait. Aldric, un tout grand merci. Merci à toi, mon Chris. Les amis, ciao ciao. Salut à tous.